Bonjour à tous, chers participants. Je me présente, Alexia Barbier, je suis conseillère développement des marchés internationaux au service accélère de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire de la série Rencontres internationales qui porte aujourd'hui sur le thème de la relance et nouvelle normalité au cœur de la crise des conteneurs. Permettez-moi tout d'abord de remercier nos partenaires qui ont rendu cet événement possible, notre collaborateur EDC, ainsi que notre partenaire Développement économique Canada pour les régions du Québec, pour son soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international. Avant de commencer, je vous invite à prendre un moment pour observer les outils dont vous disposez. Si vous avez des questions, veuillez les écrire via la boîte de questions-réponses située au bas de votre écran, au centre, et nous y répondrons durant la période de questions qui aura lieu à la fin de la présentation. Veuillez noter également que ce webinaire sera enregistré et rediffusé dans les prochains jours sur notre page Internet ainsi que sur notre chaîne YouTube. Il y a également un sondage en cours que nous vous invitons à remplir afin de nous aider à veiller à l'atteinte de nos objectifs internes. Permettez-moi maintenant de vous présenter nos conférenciers invités d'aujourd'hui, en commençant par notre premier conférencier, Domenico Costantino, directeur développement maritime Transpacifique Canada au sein de Kuehne Nagel. Domenico est titulaire d'un baccalauréat de l'Université de Concordia en arts et sciences avec une majeure en économie. Certifié CIFA, Domenico travaille dans le secteur du transport depuis 2004, ce qui lui a permis d'acquérir de l'expérience avec des organisations locales et multinationales. Il est actuellement membre actif de CargoM ainsi que directeur développement maritime, comme je vous l'ai dit, maritime transpacifique de Kuehne Nagel en poste à Montréal. Nous aurons également la chance ensuite d'écouter Christian Kamoudimba, coordonnateur du Centre Zone Franche chez CargoM. Christian est responsable des activités de promotion et de vulgarisation des programmes du Centre Zone Franche au sein de CargoM, la grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal. Avant de rejoindre CargoM, il a été impliqué dans la désignation de la zone franche de Cap-Breton, Nouvelle-Écosse, et celle du Windsor-Essex Foreign Trade Zone en Ontario, au sein de Dexcan, une entreprise d'accompagnement pour la désignation des centres de zone franche. Un grand merci à nos deux conférenciers pour leur présence aujourd'hui. Et Domenico, je vous invite à présent à prendre la parole pour commencer. Bon webinaire. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous rejoindre. Je vais partager mon écran. Alors, aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes, même que je pourrais en parler pendant des heures, même des jours, sur la nouvelle crise des conteneurs et la nouvelle norme. Premièrement, je voulais juste dire que je suis membre administratif, conseil administratif sur CargoM depuis plus que 2 ans maintenant. Je suis situé à Montréal. Je travaille pour Kuehne Nagel depuis 7 ans maintenant, mais dans l'industrie depuis 2004. Et on a vu beaucoup de choses dans les derniers 17 ans pour moi, mais rien comme les dernières 2 ans. Alors, on va prendre quelques temps pour regarder tout ça ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser à la fin. J'espère que les informations vont être utiles pour vous tous. Alors, cette présentation va être partagée avec tout le monde ici aujourd'hui. Alexia va envoyer ça à le groupe. Alors, je ne vais pas lire tout ça pour vous. On va commencer avec quatre questions, je pense qu'on pourrait répondre, qui va, je pense, bien transiger vers la discussion de Christian tantôt. Comment on s'est rendu à ce point-là? Hein? C'est la question d'1 million de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de très différent qu'on a vu dans les dernières années. Et on va aussi regarder la demande et l'offre globale en général, comment les règles du jeu ont changé, mais même spécifiquement dans les conteneurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les conteneurs? Pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on vit aujourd'hui? Et les conséquences de ça. On va regarder la performance des lignes maritimes, comment ça s'est évolué dans les derniers mois, qu'est-ce que ça veut dire dans le futur, hein, d'ici quelques mois, même quelques années. C'est tout spéculatif, c'est sûr. Il y a plein d'hypothèses, mais on va essayer de faire notre mieux. Et la capacité. Est-ce que ça va ressembler comme ça dans les prochains mois, dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'il y en est pour les conteneurs et les navires, les bateaux qui amènent tous ces conteneurs à travers le monde? Et à la fin, on ne va pas essayer de prévoir le futur, mais on va essayer de voir
qu'est-ce qui doit se passer pour que ça continue plus comme ça et qu'est-ce qui va se passer pour que ça pourrait continuer comme ça. Alors, il y a des scénarios qu'on pourrait en parler de plus en profondeur. La première graphique, pour moi, elle est très puissante parce que ça vous donne une idée, c'est très visuel. C'est sûr que les informations que vous voyez, c'est en anglais, mais quand on parle de l'international, c'est sûr que c'est toujours en anglais. Mais les numéros, c'est ce qui compte dans ce cas-là. Si on compare 2021 à 2020 et l'année n'est pas encore finie, le numéro est très impressionnant dans la demande. La demande de conteneurs a augmenté presque 16 15,8. Mais si on regarde plus en profondeur, vous voyez les lignes fléchées, l'épaisseur des les flèches et les lignes, par contre, représentent la grandeur du marché. Alors, on voit clairement l'Asie, l'Europe et le Nord-Amérique. Si vous voyez entre l'Europe et le Nord-Amérique, je vais juste voir si je peux annoter ici pour vous, c'est 21 d'augmentation de demande de conteneurs, juste entre Europe et Nord-Amérique. Entre l'Asie et Nord-Amérique, 28 Et c'est déjà les marchés les plus importants dans le monde. Et Asie-Europe, 18 Alors, tout ça fait en sorte que la demande des conteneurs a augmenté. Déjà, on a eu des défis dans le passé avec la gestion de l'équipement. Et maintenant, avec une demande en très peu de temps, on voit les conséquences de tout ça. Il n'y a vraiment aucun pays dans le monde qui a eu des négatifs. On voit Nord-Amérique, Asie à -1. Moi, je pense qu'il y a deux variables là-dedans. C'est les trade tariffs, comme on dit en anglais, et les limitations des exports vers l'Asie. Mais même ça, c'était le défi de renvoyer les conteneurs vides et les conteneurs pleins retour en Asie. Et de plus, les fermiers, l'industrie agriculture a eu beaucoup de misère de trouver des lignes maritimes qui voulaient retourner des conteneurs en Asie pleins. Ils préféraient de les renvoyer vides pour qu'ils peuvent les envoyer plus vite et en profiter de l'export vers Nord-Amérique. Alors, c'est très intéressant qu'on voit ces informations-là. Tout ça a des conséquences. Et quand on parle de conséquences, on parle de la fiabilité des horaires. Déjà dans le passé, les lignes maritimes ont joué la fiabilité des horaires entre 65 et 80, même 85 de fiabilité. C'est-à-dire s'il arrive à temps, s'il quitte à temps et si tout le transit time est en ordre. On s'entend que déjà à 75 c'était pas très fiable. D'ailleurs, il y a des marchés qui sont plus compliqués d'autres. Le port d'Anvers qui transige à Montréal, c'est 9-10 jours. Alors, c'est très prévoyable, c'est très stable, il n'y a pas de port de transition. Tandis qu'en Asie, quand on a des ports de Chine qui doivent arriver à Vancouver, ça arrête à 2-3 autres ports pour décharger des conteneurs et amener d'autres. Alors, c'est 2-3 fois plus compliqué. Et si vous voyez, depuis l'année 2020, au mois de juillet, ça a eu une chute et ça n'a pas arrêté depuis. La conséquence, c'est des bateaux qui sont en désordre. Il y a des lignes maritimes qui ont plusieurs bateaux sur un service, mais on s'entend que si le service doit être fiable et stable, la distance entre les bateaux doit être plus ou moins équidistant. Mais quand on a 50 bateaux à Los Angeles, 60 bateaux à Los Angeles, c'est normal que les conséquences de le retour en Asie et les retours en Europe vont avoir un déséquilibre. Et c'est ça qu'on est en train d'expériencer dans les derniers mois. C'est très, très ardu. Et ça donne à des données pour des bateaux qui arrivent en retard et quittent en retard. Alors déjà, on voit les années précédentes, il y avait quelques jours de délai, mais là, le pourcentage d'augmentation, c'est encore plus important. Octobre, vous voyez, il y a eu un petit calme, mais ça, je pense que l'Asie qui commande la plupart du marché, c'était le Golden Week au mois d'octobre. C'est ça qui a peut-être stabilisé un peu le marché. On le voit même dans les taux.
mais je pense qu'il va y avoir encore de la déstabilisation d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, il y a des lignes maritimes qui peuvent avoir des bonnes notes au début de l'année, mais vers la fin de l'année, dépendant de la manière qu'ils gèrent leurs navires et leurs conteneurs, ils peuvent être les meilleurs au mois de janvier et les plus pires au mois de juillet. Alors, c'est très volatile. Quand on parle de conteneurs, hein, le monde dit, mais pourquoi on ne peut pas juste ajouter d'autres conteneurs sur le marché? C'est aussi simple que ça. Pas nécessairement. Dans les dernières 20 ans, on a augmenté l'inventaire de conteneurs de 60 millions à presque 150 millions de TEU. TEU, c'est 20 Equivalent Unit. Alors, un 40 pieds, c'est 2 TEU. Vous voyez la croissance stable depuis 2000 à 2008-2009, quand il y a eu la crise économique. Ils ont stationné beaucoup de navires aux alentours de port de Singapour. Et après ça, depuis 2010, il y a eu quand même une croissance de 2,5 % chaque année. Ici, je pense que c'est à cause de la faillite de Hanjin. Il y a eu une turbulence dans le marché temporairement, mais il y a eu quand même une croissance stable, consistante, même prévoyable. 2020, il y a eu une période quand la Chine a fermé. Ils ont arrêté des bateaux, ils ont pas mis en circulation certains équipements des conteneurs et vous voyez un petit calme. Mais moi, je dirais que d'ici la fin de l'année 2021, c'est sûr qu'on va dépasser les 150 millions TEU. Il faut aussi comprendre que il y a très peu de manufactures de conteneurs. Le prix de l'acier a causé des augmentations énormes. Je pense que ça a quadruplé le coût d'un conteneur pour manufacture. Et il n'y en a que 4 ou 5, vous pouvez les compter sur une main, les manufacturiers globales pour des conteneurs. C'est quelque chose de très intéressant à comprendre. D'ailleurs, en mars 2021, les commandes de 900 000 conteneurs ont été mises en ordre pour les bateaux qui ont été commandés. On va aller plus en profondeur dans les prochaines slides pour vous expliquer comment ça peut affecter l'inventaire des conteneurs. Et si entre vous, si quelques-uns d'entre vous a déjà essayé de louer un conteneur ou acheter un conteneur de compagnies privées ou des compagnies qui font des conteneurs, vous allez peut-être une histoire assez intéressante pour nous raconter parce que ces compagnies-là ils priorisent déjà les lignes maritimes. C'est très difficile d'avoir vos propres conteneurs et les circuler dans votre chaîne d'approvisionnement. Là, on passe dans les bateaux, les navires. Pratiquement tous les navires à conteneurs sont sur l'eau. Hein. Vous pouvez voir sur le graphique, au début de l'année 2020, lorsque les navires étaient temporairement stationnés en raison de la fermeture de la Chine. Mais depuis ce temps-là, regarde, boum, tous les bateaux sur l'eau. Tout. Il n'y en a que une cinquantaine qui ne sont pas en circulation. Ça peut être à cause de maintenance, ça peut être à cause de l'état du bateau et même la grandeur ne sont pas trop grands. Il y a 3200 TU. Vous allez constater et voir que les bateaux deviennent de plus en plus grands avec le temps et les bateaux de 3200 TU, là, ça ne va pas affecter. D'ailleurs, le total de conteneurs qui ne sont pas en circulation, ça représente à peu près 150 000 TU, qui est moins d'1% de la flotte. Alors, ça ne va pas affecter beaucoup les choses, même si ces 150, 160 000 TU sont mis en circulation. D'ailleurs, je peux vous même aviser qu'il y a certaines lignes qui ont arrêté des services Australie-Asie. Ils ont pris les navires les plus grands de l'Australie-Asie pour les mettre sur le Trans-Pacific aux États-Unis et au Canada pour essayer de fournir la demande au marché. Très intéressant. La capacité, comment on gère la capacité dans l'industrie? Alors, ce que vous voyez ici, c'est la flotte de tous les conteneurs et les bateaux qui sont en circulation. Depuis 2010, les commandes de nouveaux bateaux a diminué.
Il n'y avait pas d'intérêt d'acheter des nouveaux bateaux, des conteneurs, d'investir dans l'équipement, la demande. D'ailleurs, c'est très parallèle avec les taux. OK? Si vous voyez les taux du transport et la demande pour les nouveaux bateaux, c'est presque égal. Mais en mars 2021, les lignes maritimes ont constaté deux choses, variables très importantes. Numéro un, les profits de record qu'ils ont eus et comment l'investir dans le marché pour prendre plus de marché. Et numéro deux, les taux, les bas taux d'intérêt, ce qui leur a permis d'emprunter des milliards et des milliards de dollars. Alors, ils ont eu une augmentation énorme dans les dernières trois quarts, qui représente 30 de la capacité totale dans les nouveaux commandes. Incroyable. Euh, les statistiques démontrent qu'il y a 494 bateaux en commande et de ces 494, ça va représenter 29 de ces navires sont des Megamax. Les Megamax peuvent tenir plus que 23 000 TEU. 60 de ces bateaux neufs vont être des Maxi Neo, c'est 15 000 TEU et plus. Et il y en a 21 qu'on appelle Compact Neo Panamax, c'est 12 000 TEU. Il n'y a rien compact de 12 000 TEU, si vous me demandez à moi, mais vous pouvez voir qu'il y a très peu d'intérêt dans des investissements de navires qui sont moins de 6 000 à 10 000 TEU. C'est go big or go home, je pense, la stratégie de ces lignes maritimes. D'ailleurs, ces nouveaux commandes vont juste venir sur le marché l'année prochaine, en 2023-2024. Alors, quand on fait une commande de bateau, ça prend quelques années avant qu'ils peuvent le mettre en circulation. Ceci est mon dernier slide. C'est pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on voit nous autres quand on parle avec nos clients. On n'a jamais vu une augmentation de vente de nos clients. Nos clients s'expriment qu'ils ont tellement de records de vente, de nouveaux sales, des ventes, mais l'inventaire n'arrive pas. Si vous voyez les statistiques américaines, le niveau d'inventaire était quand même assez stable. Ça baissait normalement parce qu'ils voulaient être peut-être plus liquides, pas garder plus d'inventaire. Mais en 2020, ils ont vraiment utilisé tous les inventaires pour fournir les grosses demandes. Qu'est-ce qui a causé ça? Et vous voyez, après la pandémie, le télétravail a pris feu. Je veux dire, tout le monde travaillait de la maison, la plupart du monde travaillait de la maison. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné, si on regarde les statistiques, une augmentation de l'importation de produits tangibles. Des produits tangibles qui représentent des équipements d'exercice, des ordinateurs à la maison, des claviers, tous des équipements, les meubles, euh, tout ce qui va dans la maison. Vous voyez, les statistiques étaient incroyablement claires que le monde dépensait sur des tangibles. Et comme j'ai mentionné avant, je pense, quand vous avez des centaines de milliers de personnes qui dépensent des milliards et des milliards dans des tangibles, ça donne un impact dans les chaînes d'approvisionnement. Et tous les ports au nord d'Amérique ont eu des expériences d'augmentation de trafic et d'équipement. Et tant et autant qu'on va continuer cette consommation des tangibles, je pense qu'on va avoir cette chaos. Et je pense que 2022 va être très semblable à 2021, tant et autant qu'on ne remplace pas l'inventaire. Je pense que remplacer les inventaires au niveau normal aux États-Unis, ça ne va pas prendre 2 semaines, ça va prendre des mois. Alors, d'ici la fin de l'année, même si les ventes sont respectées et livrées, il va y avoir une période pour remplir les inventaires. C'est un peu ça que je voulais partager avec vous. J'espère que j'ai tout mentionné. Je voulais aussi mentionner qu'il va y avoir des restrictions. Alors, les restrictions qui vont contribuer à le chaos dans les chaînes d'approvisionnement. La Chine qui a des limitations dans la production à cause du charbon, qui est très polluant. Ils ont fait des promesses au niveau environnemental. Le coût du charbon qui a augmenté. Et même les Chinois, l'inventaire du charbon est à la baisse et le coût est à la hausse. Alors, on peut s'attendre à l'inflation de ce côté-là. Euh, et ça va causer beaucoup plus de complications. Mais ça pourrait ajouter à des opportunités très intéressantes. Je pense que la zone franche de Montréal est un de ces projets.
J'ai hâte d'écouter Christian et je veux vous remercier pour la patience. J'espère que vous avez des questions, soit en anglais ou en français. Ça me ferait plaisir de les répondre. Et c'est tout pour moi. Alexia, si vous voulez prendre contrôle de l'écran. Merci Domenico pour ce partage fort enrichissant. Je suis sûre que nos participants auront plein de questions à vous poser à la suite. En tout cas, c'était très clair et bien plus simple pour nous maintenant d'avoir cet aperçu justement sur la crise actuelle. Christian, je vais à présent te passer la parole également pour plus d'explications sur la zone franche. Voilà. Donc, merci beaucoup, Alexia. Merci à la Chambre de commerce de cette opportunité renouvelée de parler de la zone franche et de l'opportunité qu'il représente. Domenico, tu as vraiment mis la table dans ta conclusion sur quelques données sur lesquelles je vais revenir dans la présentation. Donc, merci beaucoup. On va parler de la nouvelle normalité en ce qui concerne des opportunités pour la logistique du e-commerce. Donc, Domenico nous a vraiment bien dressé le portrait de ce qui se passe au niveau des chaînes d'approvisionnement, au niveau des lignes maritimes. Mais ce que je vais tenter d'aborder aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que on peut se positionner et vraiment tirer profit de cet avantage-là pour nos entreprises. Fait intéressant, c'est que on va faire un bond en arrière. Voilà. On va faire un bond en arrière. Aujourd'hui, le commerce électronique fait partie de notre vie de tous les jours, en fait. J'aime bien cette image qui illustre comment est-ce que il fut un temps commandé sur un ordinateur à la maison ou au bureau, mais là, on a tellement de plateformes où on peut commander. On fait juste s'assurer de ne pas commander un vendredi soir après une coupe de vin, parce que pour ne pas avoir des grands retours, plusieurs retours de nos commandes. Mais bref, on commande sur toutes les plateformes. Lorsque la pandémie a été annoncée, l'état d'urgence a été décrété au Québec, Shopify va réaliser une augmentation monstre, 62% d'ouverture de nouveaux magasins virtuels. Donc, plusieurs entreprises ont décidé finalement d'emboîter le pas pour pouvoir vendre directement en ligne. Et cette donnée-là est hyper intéressante parce que même dans le temps, ces entreprises-là ont pu mieux traverser la pandémie avec la possibilité de vendre en ligne leurs produits. On parle bien sûr dans le commerce du détail. Les données que vous voyez à l'écran, Domenico en a parlé, justifient aussi un peu les produits qui ont été commandés. Ici, on voit sur ce tableau la variation des ventes en magasin versus en ligne pendant la COVID-19, juste de février à avril 2020. J'ai bien hâte d'avoir des nouvelles données beaucoup plus récentes par rapport à ça. On note qu'il y a une augmentation de ventes en ligne. En magasin, une baisse de près de 35%. En ligne, on parle d'une augmentation de près de 100% des ventes en ligne. On parle de tout commerce et détail confondus. Plus bas, on voit quelques données intéressantes. Domenico a mentionné tantôt les magasins des meubles. Donc, oui, on a beaucoup commandé. On s'est mis à jour avec des commandes pour des meubles. On s'est équipé à la maison. Les articles de sport aussi, énormément commandés. Et du côté vestimentaire, magasin des vêtements, on voit qu'il n'y a pas eu une grosse... Ce qui a été perdu dans la vente dans les magasins a été finalement ramassé en ligne parce qu'on voit 84% de pertes, de diminution de vente en magasin pour une récupération de 83% en ligne. Donc, ça s'équivaut au niveau du vêtement. Chose intéressante, beaucoup d'entre nous, pour la première fois, nous avons commandé l'épicerie en ligne et les magasins d'alimentation, on peut le voir avec la flèche de la souris que je pointe, ont une augmentation de commandes en magasin. On a fait plus d'épicerie dans cette période-là et bien sûr, en ligne, il y a eu une explosion, 107% d'augmentation. Données intéressantes en ce qui concerne le marché nord-américain. Domenico a mentionné tantôt que des lignes maritimes voient l'intérêt d'affecter des bateaux
pour le Trans-Pacifique, ce qui représente une réelle opportunité d'affaires. Donc, on part d'une croissance de près de 35%, 32,4% des consommateurs qui ont commandé via un canal numérique. Aux États-Unis, les chiffres des ventes au détail globales, le commerce électronique occupe près de 25%. Donc, 25% des ventes au détail aux États-Unis se font électroniquement. C'est énorme. Donc, c'est 25% des profits qui sont réalisés en ligne directement. Aussi, au Canada, on avance, on part de 10% en mai 2020. Donc, en pleine pandémie, on était à 10% de ventes en ligne, ce qui fait qu'on parlait d'une augmentation, passée du 1,2% à 10% d'augmentation de ventes en ligne au Canada. Le marché nord-américain représente une opportunité en or pour les entreprises qui veulent croître. C'est sûr qu'on parle de biens de consommation. Le PIB, le marché, on est la plus grande région économique, la deuxième plus grande région économique au monde, avec, en parlant de PIB, de 20 000, c'est tellement des gros chiffres, 20 234 milliards de dollars américains de PIB, donc de capital disponible. Donc, toutes les entreprises qui veulent percer, vendre en ligne, je pense que le marché nord-américain représente un vrai Eldorado. Et les États-Unis à eux seuls représentent 92% de l'économie de cette région. Ce qui se passe derrière notre écran lorsque nous commandons, mais il y a tout un processus qui se met en branle. C'est sûr que nous, le commerce électronique, c'est tellement démocratisé qu'on voit en un clic qu'on est sur un marketplace, en un clic, la commande est passée et on attend simplement la livraison. Sauf qu'en arrière de ça, il y a tout un éventail d'activités qui se met en branle. Collecte, emballage, entreposage, les courtiers en douane, le transport, la livraison, la réglementation, les accords de libre-échange. Donc, il y a tout un système qui se déploie pour que nous puissions recevoir notre commande en ligne, soit en 24 heures, 72 heures, dépendamment de ce qu'on commande et des délais, des disponibilités de la marchandise commandée. Donc, avec les données que nous avons, on peut dire que si la tendance se maintient, en fait, c'est un terme qui est très politique. On sort de deux belles campagnes électorales. Donc, si la tendance se maintient, les achats en ligne ne cesseront d'augmenter. Moi, j'enlève le si parce qu'on a vécu une transformation de nos habitudes de vie, de consommation et d'achat. Parce que quand nous parlons avec les entreprises au sein de notre grappe, qui nous disent qu'à un moment donné, au cours de l'année passée, puis ça ne s'est pas encore calmé, c'était Black Friday, Every Friday. C'était un peu l'expression qui revenait. Parce que là, comment on a acquis l'habitude de commander directement en ligne. Et cela représente une opportunité énorme pour le secteur de la logistique, du e-commerce. En ce qui concerne l'opportunité que nous voyons dans notre secteur, je vais parler de l'offre zone franche. Pourquoi l'offre zone franche? Mais c'est simple. C'est que lorsque nous commandons en ligne, j'ai parlé de tout le système qui se met en place pour que nous puissions recevoir notre commande dans la réglementation. Donc, au Canada, nous n'avons pas des zones franches qui sont traditionnelles, c'est-à-dire des espaces physiques qui sont limités. Mais le Canada se proclame une zone franche from coast to coast. Alors, qu'est-ce que cela a comme impact? C'est que nous avons 5 programmes qui viennent supporter cette déclaration-là qui couvre les droits de douane ainsi que les taxes. Et je vais m'attarder sur un programme particulier qui est l'entrepôt de stockage de douane dans la prochaine slide. Mais dans l'offre zone franche que nous avons au Canada, nous avons aussi un régime tarifaire qui prévoit la franchise des droits de douane à l'égard des importations d'intrants de fabrication et de marchandises et de machines. Ce que ça veut dire, c'est que au-delà des programmes, on a les accords de libre-échange, mais en plus, nous avons pour le secteur manufacturier un atout indéniable. C'est que la majorité des intrants de fabrication
qui entrent au Canada pour le secteur manufacturier sont exemptés des droits de douane. Je parle bien de la majorité. Donc, c'est très avantageux et comme c'est bien dit dans les mots, c'est que la taxe, la TPS et la taxe de vente harmonisée ne s'appliquent pas aux exportations. Donc, on a tout un éventail d'offres qui nous permet d'être très compétitifs pour attirer le secteur manufacturier, mais pour développer aussi notre secteur de logistique parce qu'on a tous les atouts nécessaires pour que nous prenions plus de galons. L'entrepôt de stockage de douane, qui est une composante hyper importante sur laquelle sont connectés les marketplaces sur lesquels nous passons nos commandes. Donc, durant la pandémie, nous avons vu un besoin croissant d'espace d'entreposage. Et cela présente une opportunité parce que les e-commerce pour les entrepôts de stockage de douane, plusieurs activités sont permises. Donc, autant le désassemblage, le réassemblage, le marquage, l'étiquetage, l'emballage, le déballage, l'empaquetage, le tri, le classement. Donc, c'est toutes les activités qui prennent place lorsque nous, consommateurs, nous faisons notre commande en ligne, mais c'est tous ces éléments-là, ces activités qui prennent place dans l'entrepôt de stockage de douane. Donc, ce programme représente une belle opportunité pour notre secteur de pouvoir se positionner en Amérique du Nord comme une réelle porte d'entrée. Et nous avons pour ce faire un moteur une locomotive qui nous permet de pouvoir avoir ce positionnement, c'est le port de Montréal. À travers le port de Montréal, qui est un port de destination, le port dessert le port dessert 140 destinations, donc 140 pays en, en direct ou avec transbordement. Donc, on est connecté sur 140 destinations, ce qui est majeur pour l'activité portuaire qui, je le rappelle, est un port de destination. Aussi, la force de notre écosystème de logistique et de transport, nos entreprises qui sont performantes, les emplois qui sont reliés à ça. Oui, il y a une pénurie d'emplois, mais on a réussi quand même à livrer pendant la pandémie. Donc, le secteur de transport et la logistique a été résilient tout au long de la pandémie. Donc, on a notre système intermodal directement connecté au port de Montréal avec la possibilité de rejoindre un grand bassin de consommateurs en 24 heures par camion et 70 millions en 48 heures par train. Donc, ce sont tous les atouts que nous avons. Et je pense que nous avons une place à prendre dans le contexte où il y a tout un changement de paradigme. En fait, les chemins, les routes maritimes qui étaient connues d'emblée, comme nous l'avons entendu de Domenico, il y a un réaménagement, une réorganisation des routes. Je pense qu'il y a une opportunité à saisir pour le port de Montréal de devenir réellement une destination et une réelle porte d'entrée pour l'Amérique du Nord. Alors, quelles sont les opportunités que nous avons? Bien sûr, c'est de comprendre notre offre de centre zone franche. Et lorsque je parle d'offre de centre zone franche, c'est que nous avons la possibilité, le centre zone franche de Montréal n'est pas connecté à un espace physique, mais il consiste à des programmes qui permettent aux entreprises de bénéficier de tous les avantages fiscaux ainsi que des reports ou d'exonération de droits de douane. Donc, de nous positionner clairement avec cet outil marketing pour pouvoir saisir l'opportunité que la pandémie apporte, au fait, avec tout ce qui se passe au niveau des routes maritimes. Donc, utiliser le régime fiscal avantageux pour le secteur manufacturier. Il y a une coquille dans le régime. Bien sûr, tirer grandement profit des accords de libre-échange. Et quand on parle des accords de libre-échange, il y a une clause qui est hyper intéressante pour les entreprises de se positionner ici au Canada, particulièrement à Montréal. Je prêche pour Montréal, de bénéficier de la clause 321 qui permet des exportations vers les États-Unis des moins de 800 $ américains qui sont exemptés de douane. Donc, c'est un atout majeur que nous avons
pour attirer encore plus des entreprises qui peuvent utiliser, exploiter les accords de libre-échange, nos programmes de zone franche et compter sur un secteur de logistique qui est performant pour pouvoir faire de Montréal une réelle porte d'entrée vers l'Amérique du Nord. Donc, j'ai tenté vraiment de brosser rapidement les opportunités que nous avons avec notre chaîne logistique, avec le changement de paradigme. Donc, la nouvelle normalité pour nous, c'est qu'on s'attend à une croissance et le maintien de cette croissance de commandes via le commerce électronique. Mais nous voulons aussi que nous soyons en mesure, que nos entreprises en logistique soient en mesure de pouvoir supporter cette croissance-là et anticiper ce besoin-là que nous aurons en termes d'espace d'entreposage. Donc, Alexia, je veux pouvoir te remettre la parole et voir s'il y a des questions par rapport à la présentation que je viens de faire. Merci Christian, à toi aussi pour ce partage très enrichissant sur la zone franche et les explications un peu plus justement en détail sur tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Pour le moment, je ne vois pas de questions directes par rapport à nos participants. Moi, j'en avais une. Quels sont vos conseils aujourd'hui pour justement toutes les personnes qui travaillent dans cette industrie? Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller au vu de la crise de conteneurs? Comment vous pourriez voir un potentiel assemblage justement avec la zone franche? Qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui? Alors, je vais me lancer, Domenico, tu pourras compléter si jamais il y a. C'est comme je le disais, on a des outils que nous devons exploiter davantage, c'est-à-dire les programmes de zone franche que nous avons, un positionnement marketing au niveau de la zone franche. Le Canada se distingue de ce qui se fait ailleurs, dans le sens où, pour bénéficier de ces incitatifs-là, les entreprises n'ont aucunement besoin d'être physiquement dans un lieu, parce que le Canada dit que la zone franche, elle est from coast to coast. Donc, c'est à chaque région de pouvoir se distinguer et pouvoir se positionner parce que ces incitatifs-là sont disponibles et sont applicables. Donc, le commerce électronique, la tendance semble aller à se maintenir au niveau de nos habitudes de consommation. Le marché nord-américain, en chiffres, représente vraiment un Eldorado pour toute entreprise qui veut augmenter et aller vers la croissance. Donc, comment, même Montréal, on peut se positionner? Nous avons un secteur fort, nous avons des entreprises qui sont fortes, qui sont performantes, et on peut réellement se positionner pour pouvoir tirer profit de ce changement au fait, les cartes sont en train d'être brassées, au fait, si je dois le dire. La pandémie a permis de rebrasser les cartes. Donc, on peut tirer profit de cela. Présentement, il y a l'expansion du port de Montréal à Contrecœur. Les entreprises, les lignes maritimes sont en train de rejeter un regard neuf parce qu'il y aura de l'espace à la croissance à Montréal. Donc, il y a vraiment une opportunité de pouvoir se positionner, se démarquer sur le point marketing. Je ne sais pas ce que tu en penses, Domenico. Non, je suis tout à fait d'accord, Christian. Premièrement, merci pour les informations. Toujours, moi, le port de Montréal est toujours d'accord pour moi. Je suis de l'Est de Montréal. J'ai été élevé dans l'Est de Montréal. Le port était très proche de moi. Mais il faut aussi mentionner que si je devrais donner des conseils à des importateurs et des exportateurs, il y a deux choses qu'il faut considérer dorénavant, qu'il faut mettre plus accent et plus d'efforts. C'est dans la prévoyance de vos biens. Alors, forecasting, ça, c'est très important. Être capable de prévoir le futur dans votre chaîne d'approvisionnement pour bien planifier. Et la deuxième chose, c'est être flexible. Et le port de Montréal offre cette portail de flexibilité. L'Asie investit des milliards et des milliers de milliards de dollars dans leur network de rails pour qu'ils peuvent servir l'Europe. Qu'est-ce que ça va donner à Montréal? Ça va donner que dans le futur, je crois, des importateurs à Montréal peuvent avoir de la marchandise transigée à travers l'Asie et l'Europe par rail et par bateau
de l'Allemagne ou peu importe le port stratégique de l'Europe à Montréal. Alors, les lignes maritimes, le monde dans la chaîne d'approvisionnement va commencer à trouver des mécanismes ou des alternatives pour servir les marchés. De plus en plus, les lignes maritimes, dans cette période qu'on est maintenant, les lignes ne veulent pas que les conteneurs se rendent dans le milieu des pays au nord d'Amérique parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de coûts et de ressources. Alors, pour eux autres, c'est beaucoup plus attirant d'avoir des conteneurs qui arrivent à Vancouver, retournent en Asie, de l'Europe qui arrive à l'est de Nord d'Amérique et qui retourne en Europe. Mais pour les dernières années, les conteneurs arrivaient à travers le pays et le Canada, c'est un pays extrêmement vaste et large. Alors, vous pouvez juste imaginer combien de temps ça prend pour un conteneur d'aller Vancouver-Montréal, Montréal-Vancouver, le charger, le salir avec des produits agriculturels qui n'est pas attirant pour beaucoup de lignes maritimes. Il va y avoir aussi un ajustement dans les coûts. Là, je ne pense pas qu'on va voir des coûts de 2, 3, 4 000 $ le conteneur. Jamais encore. Mais je ne pense pas qu'on va être au niveau de 20, 25 000 non plus. Alors, le marché va toujours déterminer c'est quoi les prix et ça va donner à des opportunités, à des zones franches pour être plus flexible, à fournir des petits colis et des commandes plus petits. Oui, il va y avoir de l'inflation. Ça, on connaît. Tout va augmenter dans les prix. Et ce n'est pas juste à cause de les salaires, mais les taux d'intérêt. On est à des niveaux d'intérêt les plus bas dans l'historique du Canada. Il n'y a qu'une direction, puis it's up. Les salaires vont augmenter, les coûts des produits à cause du transport, l'énergie et tout ça. Alors, il va y avoir un réajustement non juste de la norme de conteneurs et des navires, mais aussi la manière qu'on va consommer comme consommateur. Peut-être on va acheter moins, meilleure qualité, qui va durer plus longtemps. On va être moins wasteful, comme on dit ça en français, moins gaspillant, si c'est un mot. Alors, ça, c'est un peu plus de mes deux scènes là-dedans. Ben, merci beaucoup à tous les deux pour ces précisions. On a deux petites questions qui sont également rentrées. Alors, on en a une de Brice qui nous demande si on a déjà un 3PL indépendant aux États-Unis pour la distribution de nos produits fabriqués au Canada et en Chine. Est-ce qu'il peut compter comme un entrepôt de stockage des douanes? Sinon, où sont-ils et comment cela fonctionne-t-il? Je sais qu'aux États-Unis, ils ont aussi des entrepôts de stockage de douane. Donc, la question, c'est de savoir si l'entreprise qui fait affaire avec le 3PL aux États-Unis, si ces 3PL-là fournit le service en fait, l'exemption aux droits de douane. Donc, ça, c'est une des questions que j'aurais par rapport pour rebondir sur la question. Donc, parce que aussi, il y a une question, il y a le fait de savoir si vos produits sont soumis à de la douane lorsqu'ils traversent la frontière vers les États-Unis. Donc, ça, c'est aussi une question. Je ne sais pas si la personne, je pense que c'est Brice qui a, monsieur, je ne veux pas dire monsieur, madame, Brice Salomon qui a posé la question. Peut-être qu'il pourrait ouvrir le micro pour qu'on puisse en savoir un peu plus. Est-ce que c'est possible? Oui, ça y est. Voilà. Bonjour. Merci. Bonjour. C'est vraiment intéressant tout ça. Euh, oui, effectivement, je reçois mes produits, par exemple, chinois ici à Montréal. Ensuite, Oui. je envoie mon 3PL aux États-Unis. Ils sont effectivement soumis pour la plupart à des frais de douane lorsqu'ils passent la frontière, effectivement. Et votre marché, est-ce que c'est au fait du B2C à partir du 3PL aux États-Unis ou bien c'est du B2B encore? Parce que ça aurait un impact au niveau c'est ça, de la décision à prendre. Ouais, on fait les deux. OK, OK. Donc, Donc, on vend en lot, c'est sûr, mais on fait aussi du dropship depuis cet entrepôt-là. OK. Il faudrait que
probablement qu'on puisse en parler plus en profondeur pour que j'ai plus des éléments de réponse. Mais a priori, donc si vous mentionnez que vos produits sont exemptés des droits de douane, c'est plutôt vous payez de la douane. Je m'excuse, que vous payez de la douane. Donc, il y aura peut-être à voir au niveau des accords de libre-échange ce qui peut être fait. Est-ce que vous, les entreposés au Canada versus aux États-Unis pourraient changer la donne à cause des accords de libre-échange? Ça sera vraiment à évaluer dépendamment du produit que vous avez importé, les certificats d'origine sur les produits aussi. Parfait. Ben, je vais vous contacter par ailleurs. Alors, merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Merci pour ces précisions une nouvelle fois. J'ai vu que Domenico avait vu la question de Louis-Philippe Parent qui nous demande donc, l'industrie de la logistique étant très traditionnelle, très lente à mener une réelle transformation numérique, comment croyez-vous que les entreprises technologiques doivent approcher le problème pour accroître l'adoption de solutions technologiques, intelligence artificielle entre autres, par les gros joueurs de la logistique? C'est une question très pertinente et pour moi, je suis très passionné par Predictive Analytics et Artificial Intelligence. Ça fait partie de notre industrie. C'est vrai que l'industrie, malheureusement, elle est à l'arrière. D'ailleurs, l'industrie essaye d'attirer des talents. Ça serait le fun d'attirer des talents de Google, de Microsoft, de Amazon, tous ces personnes intelligentes qui sont dans l'industrie de AI. Mais je pense que la dernière année a mentionné le supply chain dans les nouvelles. Tu sais, quand on a vu ce qui s'est passé à la Suez Canal, tous mes amis et toutes les personnes de ma famille commençaient à comprendre ce que je faisais dans la vie parce que chaque fois que quelqu'un demandait freight forwarder, qu'est-ce que ça marche, ça? Je ne connaissais pas c'était quoi un freight forwarder. Mais le monde a vraiment donné beaucoup plus d'attention à ce niveau-là. Je vous dirais qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui commencent. Il y a des freight forwarders qui viennent juste de lancer des plateformes technologiques, mais on doit vraiment investir là-dedans. C'est malheureux à dire, mais les terminals, les ports sont un peu restreints par les unions et il y a des ports qui n'ont pas d'intérêt d'automatiser des déchargements qui pourraient être beaucoup plus efficaces et beaucoup plus vite. Quand on voit la manière qu'en Chine, ils processent un conteneur, ça prend des secondes comparé à des minutes ici au nord d'Amérique. Déjà là, il y a des inefficacités au niveau opérationnel. Mais si on parle de la technologie, c'est les données qui vont vraiment donner le pouvoir dans les importateurs et les exportateurs. Je peux parler de Kuehne+Nagel. Nous autres, on investit beaucoup d'argent dans ça. On est en train de prévoyer les arrivages des bateaux et les départs des bateaux, pas seulement sur les données qu'eux autres ils mettent sur leur site, mais sur les données historiques. Alors, si pour les dernières 3 semaines, un service est toujours 12 jours en retard, mais le site montre qu'il va être à temps ou en retard par 1 ou 2 jours, ces données-là doivent être digérées comme il faut et fournir à nos clients. Et il y a des belles choses qui se passent dans notre organisation et dans notre industrie, sincèrement. Mais vous avez raison, Louis, c'est quelque chose que c'est fort attendu. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements d'ici quelques années. Et je voudrais rebondir là-dessus, Domenico, je ne sais pas si tu avais complété, rebondir, c'est qu'il y a quand même cette volonté-là. Le port de Montréal devient un leader vraiment pour emmener le secteur de la logistique vers l'intelligence artificielle. Nous avons oui, il y a beaucoup de pas à faire, c'est sûr, mais on est en train d'avancer tranquillement avec la predictability, la capacité de prévoir. On a fait un test, la pandémie, comme on le dit, a permis de pouvoir mettre en place Cargo 2AI pour pouvoir traiter en priorité les conteneurs d'équipements de protection personnalisés. Donc, les Cargo 2AI, qui est vraiment une belle avancée pour le traitement des conteneurs, pourra être bien sûr utilisé à d'autres fins aussi, donc qui est vraiment de l'intelligence artificielle pour pouvoir faciliter
le traitement de conteneurs avec une plus grande rapidité. Donc, on est en train d'avancer dans l'intelligence artificielle et le port de Montréal joue vraiment un leadership, mais l'industrie doit arriver là parce que les données, on le sait, les données sont là, la logistique regorge de données. Ce n'est pas nécessairement une question de données, mais c'est de la mise en commun de ces données-là pour pouvoir arriver à des solutions qui vont permettre à nos points d'entrée d'être encore plus efficaces et à nos chaînes d'approvisionnement d'être plus performantes. C'est vraiment le défi que nous avons si je pouvais compléter le point de Domenico. Super. Mais écoutez, on espère que ça a répondu à la question, Louis. À tous nos autres participants, si vous avez d'autres questions, on a encore 2-3 minutes pour pouvoir répondre ou donner plus de détails. À titre informatif, sachez que les présentations que vous avez pu voir aujourd'hui de Christian et de Domenico vous seront partagées dans le courriel de suivi, ainsi que leurs contacts si vous souhaitez aller plus loin. Je vois qu'on a une dernière question de Marie-Lou Tremblay. Il y a un défi de nettoyer les données. Quelle est votre opinion? En anglais, on dit garbage in, garbage out. Et souvent, c'est le cas avec les données. Je pense que machine learning, excusez-moi l'anglicisme, est quelque chose qui pourrait aider sur le nettoyer les données. Mais la vérité, c'est que la plupart des données, une grosse majorité, c'est des données qui sont fiables. Alors, même si on se fie sur 80% des données, en sachant qu'un pourcentage n'est pas fiable, on va dans la bonne direction. L'idée, c'est de ne pas atteindre optimisation de 100% ou la perfection. Ça serait trop joli, mais c'est d'améliorer. Et je pense qu'il y a une grosse opportunité pour amélioration. Parce que si on dit à nos clients que votre shipment qui prend 30 jours va prendre 32 et il arrive après 48 jours, ce n'est pas acceptable. Mais si on dit à nos clients qu'à la place de 30 jours, ça va arriver à 32 et ça arrive à 33 ou 31, oui, ce n'est pas parfait, mais au moins, les importateurs, les exportateurs, les distributeurs, ils peuvent planifier beaucoup, beaucoup mieux. Il va toujours avoir des tolérances, il va toujours avoir des inaperçus. Regarde ce qui se passe dans l'ouest de Vancouver. Vous savez, nous autres, on donne des market updates à travers le pays tous les lundis matins. Et on fait ça même pour nos clients spécifiquement. Chaque semaine, je vous dis, les derniers 18 mois, chaque semaine, il y avait une nouvelle variable qui n'était pas attendue, qui juste cause des restrictions, des limitations. Si ce n'est pas une grève, c'est du COVID. Si ce n'est pas du COVID, c'est quelque chose qui se passe avec des feux en Colombie-Britannique. Si c'est passé, c'est pas ça. Il y a plein de choses qui se passent à tous les jours. Ça, on ne peut pas les prévoir, mais il y a une grosse amélioration. Alors, juste avec l'effort de processer les données comme il faut et d'aller dans une bonne direction, je pense qu'on est déjà là. Mais vous avez raison, Louis. Non, pas Louis, mais c'était Marie-Lou, excuse-moi. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'opportunités pour nettoyer et d'améliorer. Merci encore pour ces précisions. Puis la dernière question qu'on va prendre de Elliot, c'est adressée à vous, Christian. Est-ce que CargoM peut apporter un soutien pour aider les entreprises de développement d'IA et d'automatisation? Oui, en effet, c'est ça le rôle que CargoM, j'ai pas eu l'occasion de présenter CargoM parce qu'on est une grappe en partant. C'est que CargoM est une grappe industrielle. On fait partie des 10 grappes de la grande région de Montréal. Donc, une grappe en soi, c'est que nous travaillons avec les entreprises du secteur à rendre le secteur plus performant. Et un des éléments sur lequel CargoM travaille, oui, nous avons un comité qui se penche sur les données. Donc, CargoM, oui, peut jouer un rôle de facilitateur pour les entreprises parce que même en termes de données, la question se pose toujours. On est dans un secteur hyper compétitif. La compétitivité est là. Donc, comment est-ce que les entreprises peuvent partager les données sans perdre leur competitive edge? Je m'excuse, vraiment, ça va pas bien, c'est l'anglais qui revient. Mais comment les entreprises ne peuvent partager des données sans
perdent leur élément de différenciation, si je peux le dire ainsi. Donc, CargoM peut être ce facilitateur-là, oui, pour permettre aux entreprises d'avoir des données pour développer l'intelligence artificielle et bien sûr l'automatisation. Oui, on a un comité qui se penche là-dessus, un comité des données. Donc, tout projet pourrait facilement, dans notre secteur, oui, vous pourrez nous les présenter. Et si vous avez des idées, on pourrait bien sûr se rencontrer pour discuter de ça. Si je peux juste ajouter deux petits mots. Au Canada, il y a beaucoup de lois de privacy. Alors, d'avoir des données, ça serait le fun d'avoir des données de tous les importateurs, exportateurs, la valeur qu'ils importent, le volume. C'est très difficile. Et d'ailleurs, peut-être c'est juste que c'est cela. Aux États-Unis, c'est différent. On a accès à beaucoup plus de données qui peuvent donner en sorte de différentes options. Mais au point de Christian, c'est exactement ça. Si on a les données pour bien gérer, on a des très beaux partenaires chez CargoM qui font que ça et c'est très impressionnant les objectifs qu'ils ont. Alors, pour moi, ça m'excite. Je sais que c'est un peu plate que Artificial Intelligence, je suis un peu nerd comme ça, mais je pense que c'est le futur de notre industrie finalement. Absolument. Eh bien, je pense que ça conclut à présent notre période de questions. Encore une fois, au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et en mon nom et celui de mon équipe, merci pour ce partage enrichissant, vraiment. Christian, Domenico, ça a été vraiment, je pense, pour tout le monde, un webinaire qui a pu en apprendre plus, qui a permis de démystifier certains points qui étaient encore un peu flous. Donc, j'aimerais encore une fois vous remercier pour ces réponses et ces explications. Je suis sûre que les participants ont à présent des outils clés en main qui sont plus pertinents pour eux. Comme je l'ai dit précédemment, je partagerai vos contacts, donc vos informations de courriel, ainsi que les présentations qui ont été diffusées aujourd'hui dans le courriel de suivi. Merci à tous, chers participants, pour votre présence aujourd'hui. Je vous demanderai également de bien vouloir remplir le sondage de satisfaction que vous allez recevoir en quittant. Ça va nous aider à mieux comprendre vos besoins et nous améliorer pour les événements futurs. C'est également toujours agréable de savoir ce que vous avez pensé de la qualité des présentations et de nos conférenciers. Merci encore. Ce fut un plaisir de modérer ce webinaire avec vous. Et merci à tous les participants. J'espère vous revoir dans nos prochaines activités et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Merci beaucoup.